Donc merci beaucoup d'être parmi nous et puis je te laisse la main, tu es autonome. Alors tu peux peut-être parler aussi des deux, au moins l'institution des VES aussi, c'est important de leur dire ce que c'est que les VES aux étudiants et puis ta responsabilité dedans. Peut-être Ouais. c'est ça que tu voulais Et introduire, tu je crois. voulais aussi Hein. que j'introduise le fait que je sois ta marraine. Ah, allez, c'est ma Ah, marraine voilà. à l'Académie des Césars. Elle m'a pas. Ok. Merci beaucoup. C'est super chouette. Mais les VES, c'est une association vraiment qui doit peser en France, qui va peser de plus en plus avec les années, et où il y a eu comme un combat qui s'est mené à l'intérieur sur la parité homme-femme, et j'aurais bien voulu que tu en parles. Voilà. Ok, et ben c'est parti. Donc bonjour, je suis Roxane Fechner. Je suis ravie de toutes et tous vous voir. Oui, il s'avère que je suis une femme. Ouais, voilà. Ouais, merci. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Ça fait quelques années qu'on me le répète en plus. Avant, non, mais j'ai appris en fait sur un tournage à être un technicien euh, pour plein de raisons. Par exemple, mon premier tournage était avec Monsieur Depardieu. Donc d'un seul coup, oulala, voilà. Donc d'un seul coup, ben, on devient juste presque une chose pour ne plus paraître. C'est bien. Et je veux bien d'ailleurs introduire plein de suggestions. Voilà, le fait d'être une femme aujourd'hui, c'est super. Il y a beaucoup plus de choses à mon époque. Ça fait 30 ans maintenant que je travaille dans le cinéma. Euh, Mon fils a vos âges à peu près. Il a 24 ans, il est à la Cinéfabrique. Donc vraiment, les étudiants, les rapports à ce que vous faites, moi je suis fan. Euh, euh, mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que moi, je suis en train de me reformer pour être représentante pour les violences sexistes, enfin contre, pardon, les violences sexistes et sexuelles. Voilà, et c'est brillant aujourd'hui de savoir qu'aujourd'hui, légalement, ouais, mais ouais, je te vois applaudir, mais vraiment, c'est génial, quoi. Non, mais enfin, moi, j'ai l'impression d'être une dinosaure, mais vraiment, bravo. Et c'est vraiment des personnes comme vous qui me portaient à être encore plus vigilante, quoi, parce que j'ai grandi dans un monde où je ne savais pas moi-même, en fait, que je subissais des choses quotidiennement. Donc, vraiment, merci. Et je suis ravie aussi de porter ça. Donc, si vous avez des questions, il y a plein de collectifs. Il y a le collectif 50-50, il y a un livre blanc. Tout ça en fait, est tout à fait accessible aujourd'hui. Et voilà, enfin, protégeons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Voilà. Alors, la VES. La VES, c'est effectivement, j'ai fait euh, la VES est là depuis 7 ans, 7-8 ans même, en France. C'est une organisation internationale. C'est génial. Il faut quand même avoir 5 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir postuler et être accepté. Il y a plein d'avantages. Déjà, c'est une sorte de réseau. On se retrouve entre nous. Et effectivement, euh, la parité, ça n'a pas été tout de suite forcément une question. Euh, Moi, je lis pas mal mes mails en fonction des périodes en diagonale. Et donc, la VES, j'ai lu en diagonale, j'ai vu qu'il fallait s'inscrire pour voter. Et donc, le lendemain, j'ai une amie qui m'a appelée en disant j'ai voté pour toi. Donc, en fait, je m'étais inscrite pour être élue. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis rentrée au board, donc au bureau de la VES. Et effectivement, bah, c'est un combat. Enfin, un combat, je ne sais pas si c'est un combat, mais en tout cas, je crois on n'a pas. Je vais faire une petite généralité. En tout cas, beaucoup de professionnels de ZLEL que je rencontre n'ont pas le même besoin de se mettre en avant que les professionnels, donc femmes, hommes. Je vois une vraie différence, euh, certainement culturelle, comme par hasard. Euh,
mais du coup, à compétences égales, il y a, par exemple, je suis également à l'Académie des Césars, euh, administratrice, c'est-à-dire qu'il y a une branche des effets visuels, et au moment où ça a été monté, j'étais la seule femme votante à l'Académie, donc on m'a téléphoné en me disant, en fait, si tu ne te présentes pas, il n'y a pas de branche parce que le bureau doit être paritaire. Donc rebelote, sans le vouloir, me voilà, bonjour. Et ben, d'ailleurs, j'ai aussi une filleule dans la salle. Morgane vient d'arriver aussi à l'Académie des Césars. Et vraiment, ben voilà, ça fait partie d'un chemin qui m'a été offert en fait, et où je prends carrément un malin plaisir à aller toquer aux portes de plein de femmes pour leur dire allô, vous êtes les bienvenus, parce que les compétences sont au moins largement équivalentes. Donc voilà, ça c'est donc la VES, c'est super. On essaye de faire de plus en plus de choses, de se présenter. Il y a aussi dans les autres, il y a France VFX aussi qui est ben, vous en faites partie ou pas? Bientôt. Voilà. Je suis pas représentante, en fait, j'ai rien à vendre, je vous promets, j'ai vraiment rien à vendre. Mais il se trouve que je suis aussi vice-présidente de France VFX, et pour les mêmes raisons, une question de représentativité au départ, et ensuite d'aller suggérer à d'autres femmes de venir. Morgane, on avait un rendez-vous hier, justement. Voilà, donc c'est des petites choses, et j'espère que ce sera juste naturel et qu'il n'y a plus besoin. Ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai hâte que d'autres viennent prendre cette place. Mais je me suis régalée. Voilà, est-ce que ça te va comme... Ok, alors, il se trouve qu'en plus d'être cette petite chose, je suis également principalement superviseuse et productrice d'effets visuels. Pareil, ça s'est arrivé un peu par hasard. Il se trouve que j'ai produit un court-métrage en pellicule, figurez-vous. Mes cheveux blancs, ça n'est pas une teinture. Et qu'au moment de demander à un laboratoire de s'occuper de mon projet, je ne comprenais rien du tout. Donc prépa, c'était super. Tournage, j'adorais. Voilà. Et post-production, je ne connaissais pas. Jeune maman, je me suis retrouvée donc à toquer au laboratoire Éclair. Une directrice de post-production m'avait suggéré d'aller voir le département numérique qui venait vraiment tout juste de se monter en 2001. Et me voilà toquée pour demander un stage. On me dit oui dans 6 mois. On me rappelle pour me dire oui dans 3. Et le lundi d'après, j'attaquais pour un petit stage de 11 ans. Voilà. Donc c'est un peu long comme stage, je suis très lente à comprendre les choses. Ça a été une aventure phénoménale en fait. Ce laboratoire, donc je portais des pellicules, c'était des négatifs, il fallait les faire développer, les faire scanner. C'était immense en fait. Premier tournage, première post-production, c'est Roman Polanski. Ok, on pose aussi, c'était il y a... Voilà. Mais ok, mais... ouais, j'ai une petite collection si vous voulez. Hein. Ça fait 30 ans, hein, donc évidemment. Mais premier tournage, en fait, il s'avère que pour une séquence, on devait avoir de la buée. Et à l'époque, donc en 2001, il n'était pas ou peu question de faire de la buée en numérique. Donc il s'est trouvé qu'on a re-shooté un homme sur fond noir dans un frigo pour obtenir la buée et la composité. Et voilà. Et donc ça, c'était absolument génial parce que je me suis rendu compte que mes compétences de production, de tournage, pouvaient m'aider. Voilà. Donc chacune de vos compétences, de vos connaissances est utile. Voilà. Si vous aimez la cuisine, ça vous servira. Si vous aimez le jardinage, ça vous servira. Si vous aimez regarder le clair de lune, ça vous servira. Enfin, vraiment, soyez intègre avec ce que vous ressentez, parce que hein, on parlait, et merci Denis pour cette conférence sur l'IA tout à l'heure, que j'ai trouvée brillante,
mais de se connecter à soi, à ses désirs, à ses passions, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, ça c'est fait. De quoi je peux vous parler? Ouais, je vous ai parlé de ça. Peut-être pour continuer avant de vous raconter tout ça. Le reste, c'est souvent des échecs aussi qui m'ont permis de me dépasser. Pourquoi je me suis retrouvée aussi au laboratoire Éclair? Je me retrouvais maman célibataire, donc ça m'a poussée à aller chercher un travail que j'adore. Après, au Canada, je me suis retrouvée aussi à aller monter Microsimage au Canada. Ça s'est passé difficilement, mais on a eu un gros film, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, éprouvant. Voilà, je suis partie de là-bas et j'ai décidé d'emmener mon fils, qui avait 13 ans à l'époque, faire un tour du monde. Et on s'est barré pendant 9 mois ensemble. Donc vraiment, les échecs sont les bienvenus, acceptez-les, transformez-les. C'est fait de ça la vie en fait, aussi. Et c'est beau. Retribution. Je crois que j'avais fait une petite intro là-dessus. Rétribution, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce film, c'est pas grave. Rassurez-vous, vous n'en avez pas forcément besoin dans votre filmographie. C'est un film avec Liam Neeson. J'ai eu la chance de travailler sur Taken, et, où il y avait donc aussi Liam Neeson. Et même si j'ai entendu pour ce film qu'on me prenait parce que j'étais une femme, c'est aussi peut-être parce que j'avais quelques compétences. Voilà. peut-être. Retribution, pour en revenir à la narration, j'ai ces 2 premières séquences, c'est en anglais. Bon, peu importe, ça raconte que on est à Berlin, que une voiture explose, qu'on recule, qu'on se retrouve dans une télé et qu'on est dans une salle de sport d'une maison qui est au-dessus de Berlin. Voilà, donc ça c'est la narration, ça c'est les lignes que je lis. Retribution, c'est quand même c'est 5 mois de préparation à Berlin. C'est un tournage à Berlin, 5 semaines de prépa à Berlin, 2 mois de tournage, 9 mois de post-production. Ça a été, c'est un gros budget, c'est 2 millions de dollars en effets visuels. Donc c'est un gros budget, un gros bébé. Après, est-ce qu'on avait besoin d'en dépenser autant? Je ne sais pas. Mais ça demande quand même un petit peu de réflexion. Quand on a ça, en fait, il y a plein de choses. Donc on parlait avec Morgane tout à l'heure du mur LED. Moi, à ce moment-là, j'ai jamais travaillé avec un mur LED. Et on va tourner quand même 3 semaines en mur LED. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai 2 options, soit passer pour une gourde et ne rien dire, soit l'assumer. Donc j'appelle le line producer et je lui dis, écoute Luc, je ne connais rien, est-ce que tu me permets de m'offrir les compétences de quelqu'un? Et là j'appelle, je ne te connaissais pas Morgane, mais j'appelle Romain Cheminade, que peut-être certains d'entre vous, enfin vous avez peut-être entendu son nom, et globalement en fait je m'offre ces compétences pendant une journée pour qu'il m'apprenne ce que veut dire le devis de ce que je reçois, parce que je n'arrive pas à lire un devis. Parce que c'est extrêmement complexe quand on ne sait pas. Je regarde parce que le temps passe vite. Parce que là, en fait, on va tout mélanger dans ces 2 séquences-là. On a 3 semaines de tournage sur mur LED. Donc il faut que je comprenne ce que c'est qu'un mur LED, comment on l'utilise. On a du ruling, donc c'est-à-dire de la voiture. On fait venir une super installation de Londres pour tourner. Enfin voilà, du stitching, blablabla, blablabla. Je vais passer sur tout ce détail. Mais toujours est-il qu'on a ce mur LED et que pour cette
pour cette sortie de plan, ça pourrait nous être utile. Par rapport à l'IA, en fait, ce qui est génial, c'est que moi j'adore le lever de soleil et le coucher de soleil, la lumière en règle générale. Donc je sais que cette séquence-là doit se passer au petit matin, donc je suis tous les matins à 4h30 dans Berlin en train de me promener pour voir où la lumière est jolie. Le chef opérateur, avec qui on s'est très très mal entendu, on a failli se battre physiquement. Il a menacé, je veux vous faire 2-3 petites listes comme ça pour rire. Il a menacé des gens de l'équipe, dont chef électro, etc., et beaucoup à la caméra, d'être renvoyés si on me parlait pour qu'il garde l'autorité. Voilà, très intéressant comme situation. Donc, j'en parle là parce que ça a une incidence. Donc moi, je me promène tous les matins. Ce que lui propose ne me plaît pas parce que la production américaine dit c'est un Américain à Paris, donc il faut que ça pète. Et le premier plan du film, on a envie que ça pète et qu'on sache qu'on est à Berlin. Ok. Donc lui, ce qu'il propose, c'est un petit immeuble, mais vraiment, il n'y a pas de recul. Je trouve pas ça intéressant, mais bon, ok. Sauf que moi, il y a un endroit que je trouve joli. Voilà, ça globalement, tout le film a été storyboardé. Hein, ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, une voiture, on recule, ça pète, on passe à travers un écran et Monsieur Liam Neeson boxe. Donc je me promène dans Berlin tous les matins. Ce sont des photos, je demande à ce qu'on m'ouvre. Enfin, c'est vraiment génial en fait, parce que ça vous ouvre plein de portes. Je me suis retrouvée sur les toits de Berlin tous les matins et devant la porte de Brandebourg, évidemment. Et le lever de soleil est pile derrière le matin, c'est magnifique. Première animatique. Ah oui, je ne vous ai pas raconté. Ah, voilà. Donc moi, je veux tourner là. Donc, je prépare. Bon, je suis pas têtue du tout. Ça, c'est l'avantage avec moi, c'est que vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas têtu, c'est moi. Donc, je veux tourner là. Le chef op, je lui présente. Il me dit non. Bon, je suis pas encore tout à fait satisfaite. Du coup, je vais voir le premier assistant. Je dis mais quand même, par rapport au brief du producteur, c'est quand même vraiment super important. Ok, le premier assistant est convaincu, le line producer est convaincu, mais par contre, c'est une prod américaine, donc vraiment, il y a une hiérarchie. Il faut que le chef-op dise ok, et que pour pouvoir aller le présenter au réalisateur. Je me mange quelques fois, 3 fois, je crois, le chef opérateur, qui me dit c'est de la merde, arrête d'insister. Et au bout d'un moment, vu que je m'en fous, il n'y a pas écrit mon nom là, donc c'est pour ça que le titre c'est intime en 2 mots et le commun. C'est parce qu'il y a des convictions, on travaille toutes et tous en équipe pour un projet. Voilà. C'est vraiment ma manière de travailler, donc pas la sienne forcément. Au bout d'un moment, je suis un peu lassée quand même parce que je pense que le plan va être joli, ça va vraiment valoriser le plan, et du coup je revais dans le bureau du line producer que je trouve vraiment génial. Je lui dis Luc, on apprend à peine à se connaître, mais tu vas voir, je suis un peu tête en l'air, je pense que je vais oublier mon projet sur ton bureau. Voilà, j'avais fait un petit Photoshop, un petit photomontage, et je lui dis ce serait tellement dommage si un producteur le voyait et le validait. Je recule et une demi-heure après, j'ai un appel. Évidemment, c'est cet endroit-là qui est choisi parce que ça a de la gueule, quoi. Ensuite, on commence à faire donc des recherches parce que pour sortir de cet appartement, il n'y a pas de point de vue à Berlin qui nous offre ça, en fait. Ça n'existe pas. Donc, en fait, ça s'appelle un matte painting. Ce matte painting, en fait, on a la chance d'avoir ce mur LED qui est quand même un gros bébé, hein. Il fait 12 mètres de diamètre, donc c'est un joli bébé. En fait, ça fait 18 mètres de long, ce matte painting. Et on commence donc à fabriquer cet élément parce qu'on sait qu'on va avoir ce décor qui va venir dans le studio. Avec pas mal de problématiques. Morgane en a parlé déjà tout à l'heure, le moirage
et on est à travers des vitres. Trop bien, les vitres. Les vitres, c'est super, ça peut générer des artefacts aussi, donc il y a beaucoup de tests à faire. Enfin, il y a des tests de tous les côtés. Le chef opérateur, d'ailleurs, le jour où on fait un test, fait tous ses tests sur fond noir, et à la fin de la journée, il dit « Si vous voulez faire des tests, c'est maintenant, je vous laisse la caméra », en demandant à son équipe de partir. C'était un vrai bonheur de travailler sur ce projet. Heureusement que tout le reste de l'équipe était génial, hein. Il n'y avait pas... Alors... Donc voilà, on fait plein de propositions, évidemment, de colorimétrie, de jour, de point de vue, etc. Pour savoir à quel moment de la journée on a envie d'être. Parce que dans l'histoire, en fait, on va aussi voir un feu de fumée à un moment donné qui va signifier la voiture qui vient d'exploser un peu plus tôt. Ça, pareil, c'est un petit time-lapse que moi, je me permets d'aller faire dans un endroit qui est un peu similaire pour me rendre compte de l'incidence d'un lever du jour dans un décor comme celui-ci. Donc, ouais, moi, ça me renseigne sur la nécessité d'avoir ces vitres, en fait. Parce que ces détails-là de réflexion, en effet visuel, ce serait extrêmement compliqué à obtenir. Vraiment, cette crédibilité-là, enfin, on sait faire plein de choses, mais vous allez voir l'action un peu plus loin, ça devient compliqué. Voilà, donc la jolie voiture devant la porte de Brandebourg le matin. Voilà, c'est juste pour vous montrer, je trouve ça très beau, une grue. Donc, comment on procède ? On filme la voiture, le comédien qui sort de ce véhicule. Évidemment, on ne le fait pas exploser. On fait une deuxième passe avec une caméra qui n'est pas un motion control. Le motion control, vous voyez ce que c'est ? C'est une caméra qui peut refaire plusieurs fois le même mouvement. Donc celle-ci, elle fait une partie du même mouvement. Après, on fait une petite explosion parce qu'on n'a pas le droit dans les rues de Berlin de faire tout péter comme on aimerait. Donc on fait une petite explosion, mais quand même sympathique. Et on a aussi la possibilité de mettre des débris tout autour. Et vous avez vu cette belle lumière et ce soleil. Ça aurait été dommage de s'en priver quand même. Ensuite, on fait péter une Tesla. Yeah. Ouais, on fait péter une Tesla. On m'a dit non, t'es pas une badass, tu vas pas faire péter une Tesla. Bah ouais, si, carrément. Sur ce film-là, Liam Neeson, il doit sauver plein de gens, mais il y a une sorte de serial killer qui fait sauter tous les potes de Liam Neeson un par un dans leur bagnole. Donc on a vraiment fait sauter beaucoup de voitures dans ce tournage. C'est pas mon type de cinéma, forcément. En fait, même si le film en lui-même ne me plaît pas, il y a de toute façon mille intérêts à travailler sur un film comme celui-ci. C'est passionnant. Donc, pour des questions de production, le nerf de la guerre. Donc, on tourne à Berlin. C'est un film Studio Canal. On tourne à Berlin. Les scénaristes le savent, donc ils s'arrangent avec ça. La production est à Los Angeles et du coup je sous-traite à ce moment-là avec des boîtes à Montréal. Parce que, j'y ai travaillé pendant 2 ans, donc j'adore Montréal. Et pour des questions de crédit d'impôt aussi. Voilà, vous savez, en France, on a le CNC, plein de super crédits. Celui-ci ne rentrait pas dans les cases de l'international parce que c'était Studio Canal. Et c'est vraiment, il y a un petit gap financier qui fait que c'était plus intéressant pour la production d'aller à l'international pour celui-ci. Et aussi, pour mes équipes, en fait, le fait de travailler avec le Canada et Los Angeles, évidemment, j'avais 3 heures de battement qui étaient mieux que 9 pour travailler avec eux. Voilà, donc on voit c'est un petit bout de making-of pour montrer voilà ce que ça raconte. Donc Liam Neeson, en vrai ancien boxeur. Ça c'est un
un pré-montage, parce que évidemment, moi, ce que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est que je suis dès la lecture du scénario, et donc je travaille avec la plupart des corps de métier. Et je crois que c'est pour ça que je ne suis pas une geek d'effets visuels, cependant, je crois que je suis une geek de toutes les équipes du cinéma dans tout le processus. Donc j'adore être sur un tournage, j'adore la production, j'adore les machinaux, les électros, costumes, décors. Enfin, je trouve que c'est génial de... Les artisans du cinéma, tu veux dire ça? Ouais, c'est ça, quoi. Non, mais c'est ça. Et on en fait partie, donc on est un des maillons, quoi. Donc voilà, Liam Neeson, super, super. Voilà, donc tout ça, ça demande un petit peu de préparation et surtout pour réussir à tourner sur mur LED, eh bien, donc on modifie évidemment la chaîne de production pour pouvoir avoir ces images disponibles lors du tournage. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup de sociétés, c'est juste pour vous raconter un petit peu, ça c'est la démo c'est le vendeur principal à New York qui m'a fait cette bande démo. À New York, à Montréal, pardon. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, pour des questions de... On a tout tourné sur mur LED, sauf cette séquence-là, parce qu'on a eu de la pluie pendant plusieurs jours, donc on s'est rapatrié en studio. Et évidemment, ça c'est le plan qui m'a demandé le plus de travail dans le film, les essuie-glaces. Je pense que j'ai 70 versions. Ça n'allait jamais. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a eu deux, trois effets visuels dessus. Voilà. J'ai eu un deuxième vendeur, donc une deuxième société. Ça, je ne sais pas si c'est la séquence def. Voilà. Donc à la fin, le méchant, je ne veux pas spoiler, mais le méchant, c'est lui. Donc trop tard, j'ai spoilé. Et Liam Neeson n'a plus... Parce qu'il a une bombe sous son siège. Et donc, s'il se lève, la voiture explose. Donc là, l'idée, c'est effectivement qu'il se fasse exploser avec la voiture. Comme ça, il va sauver tout le monde en explosant. Voilà. Donc, Liam Neeson va, comme vous allez le remarquer, se détacher et tomber dans l'eau. Donc ça, il va falloir le faire. Liam Neeson, on ne le fait pas chuter de plus de 50 cm sur un fond vert. Donc moi, j'avais besoin de son visage beaucoup plus longtemps que ça parce que la chute dure 8 mètres. Donc on me propose de racheter un double numérique de Liam Neeson de son film précédent. Bof. Je ne suis pas forcément convaincue que ça va fonctionner. En attendant, je continue à réfléchir à la manière... Voilà, et ça c'est merci de ne pas utiliser l'IA et de se retrouver vraiment confronté à des problématiques. C'est que je me dis très bien, ok, on ne peut pas faire tomber Liam Neeson, mais voilà, l'idée c'est de s'éloigner. Donc, en fait, je... fomente encore quelque chose. Donc ça c'est une animatique, je ne sais pas si elle va... C'est vraiment, on le fait vraiment en prépa aussi, c'est pour vous la montrer. Donc en même temps je peux vous raconter. Donc l'idée c'était de fabriquer, et j'ai designé une machine qui permettait, c'est comme une chaise à bascule, et qui permettait à Liam Neeson de rester sur place, sain et sauf, et d'avoir une grue qui monte plutôt que lui qui tombe. Voilà, c'est juste inverser la problématique. Bon, ça globalement, c'est ce que vous venez de voir avant, voilà. Mais tous les plans sont vraiment... ça vous intéresse? Vous voulez que je laisse jusqu'à la fin? Oui, ok. Voilà, donc quand il y a des fois où c'est plus simple de ne pas refaire des personnages, donc quand on a un storyboard, on intègre le storyboard, et voilà. Par rapport à la narration, il faut vendre le principe à monsieur Liam Neeson,
parce qu'évidemment, il n'arrive pas le jour du tournage, il faut qu'il le valide au préalable. Donc on fait un animatique de cette chaise à bascule, et ensuite je travaille normalement avec ces personnes-là qui sont les gens des SFX et qui fabriquent la machine avec moi. Bon, petit détail, dans la liste, ils ne m'ont laissé venir que 3 jours avant, sous une pression extrême, parce que les femmes ne vont pas dans leur atelier. En fait, assez stupéfiant. Donc il y avait effectivement des posters de femmes un peu dénudées, mais assez foufou. Voilà, donc je sais souder. Ah oui, en introduction, ouais, je vous ai pas dit, mais je fais mes fenêtres, je me suis fait un escalier, je soude. Voilà. Quand je ne travaille pas, je vais jouer au théâtre ou je me forme au clown. Voilà, c'est vive l'IA. Donc je passe pas mes week-ends à fabriquer des images en IA, je vis des choses. Ça me paraît plus intéressant. Donc Monsieur Liam Neeson qui découvre la chaise à bascule. Voilà. Ah, c'est très protocolaire, hein. Voilà. Et là, il dit non, non, je monte pas là-dessus, je fais pas le plan. Non, c'est super. Non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin, ils m'ont fait confiance et je crois que c'est le premier applause de ma vie sur handset que j'ai eu parce que ça a vraiment bien fonctionné, donc c'était rigolo. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça nous permet d'avoir la chute de Liam Neeson au global parce que voilà, ces types de caméras, donc les technocranes comme ça, vous voyez, une caméra, si je fais le geste, ça fait un arc de cercle, sauf que ces caméras-là sont capables de compenser l'arc et donc de tirer droit au-dessus, ce qui fait que la chute fonctionnait. Je vous ai fait un autre petit truc pour roleplay, faut que je retrouve maintenant. Donc là, encore plus court. On a ces petites lignes-là, donc une personne arrive à New York, à l'aéroport de New York, prend un Uber, arrive chez elle, c'est roleplay, c'est passé sur Amazon Prime, et c'est assez sympathique. Et donc cette personne arrive dans sa maison dans le New Jersey, on reconnaît bien le New Jersey, sauf que, pas de bol, cette maison est à Berlin, et qu'autour, j'ai cet environnement. Voilà. Donc ça, toujours pour des questions de budget, de production. Donc on va aller tourner à Berlin. Donc la maison plaît 100%, sauf que tout l'environnement est à refaire. J'ai mis une petite boussole dessus parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir que je cherche des plates, des pelures qui vont aller avec, en 2D ou en 3D, je ne sais pas encore. Je propose 2 devis et je dis que ça dépendra de comment on s'en sort du tournage. Toujours est-il que ce qu'on doit trouver doit correspondre absolument. Et on envoie quelqu'un dans le New Jersey faire des repérages. On est content. Voilà, ça ce sera la maison, elle sera à la place de celui-ci. Donc comment est-ce qu'on procède derrière? Eh bien, on va faire vous savez ce que c'est peut-être, un LiDAR. C'est une numérisation. Voilà, un scan en 3D de cette maison-là. Donc cette maison-là, elle est modélisée complètement. Comme ça, toutes les positions caméra que on va faire, je vais pouvoir aller les reposer dessus et mixer ce qu'on tourne dans le New Jersey. Donc ça donne ça. C'est une configuration un peu bizarre de bleu, mais il fallait qu'on puisse démonter tout le temps. Donc en fait, et il y avait aussi pas mal de vent à Berlin, donc il fallait qu'on ait des choses qui se démontent. Donc on a trouvé la solution de mettre un fond bleu sur rail. Donc c'était assez rigolo. Voilà. Donc tout ça doit être modifié après. Je vais accélérer un peu. Donc il y a plein de positions caméra. Je les repère toutes parce que je sais qu'il va falloir que j'aille
sur place. Je suis la seule qui part à New York et dans New Jersey pour faire les pelures. Donc évidemment, je tiens au courant l'équipe qui va m'attendre. Ils reçoivent tous les rushs, ils reçoivent toutes les informations, tout est prêt. Donc encore une fois, on travaille ensemble pour cette narration. Je me prépare, me surprépare, je connais tous les plans par cœur, je danse aussi beaucoup et du coup la caméra en fait c'est hyper organique. Donc on est au stead parce qu'il y a un plan qui est au stead et vraiment j'apprends le plan et c'est moi qui emmène le cadreur pour qu'on arrive à le faire sans motion control et c'est super. Voilà, donc tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Le rail est positionné, c'est la prise, je scanne, je filme le combo en même temps qu'on fait la prise. Bon, voilà, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Ça, c'est les premières maquettes qui nous montrent que ça va pouvoir marcher. C'est du work in progress, hein, mais ça va pouvoir marcher. Voilà. Ça va pouvoir marcher, mais pour m'en assurer, sur place, je fais faire un LiDAR de toutes les maisons autour, au cas où je dois passer, la 2D ne fonctionne pas. Donc j'ai toutes les maisons qui sont scannées, j'ai des textures, et le deal avec la boîte sur place, c'est, si j'en ai besoin, il clean tout cet environnement, et auquel cas ça a un coût. Sinon, c'est juste des données, il les balance. Et puis c'est tout. Je regarde, ce plan de grue, en fait, ça paraît accessoire, mais vu que je sais que je n'ai pas de motion control, quand on est à Berlin, je filme la grue aussi pour voir quelle amplitude elle a, combien de mètres elle fait, si elle ralentit, etc. Vraiment pour avoir le maximum d'informations. Donc c'est vraiment de l'artisanat parce qu'on pourrait se dire qu'on a tout. Voilà, donc on va tourner sur les trottoirs de New York. Oui, il y a tout ce décor aussi où toute la forêt est en 3D autour. Mais j'ai ciblé une chose spécifique. Évidemment, il y a beaucoup d'effets visuels sur ce tournage-là. Voilà, la magie du cinéma et des effets visuels. Voilà. J'avais aussi, je vais vous pitcher un tout petit truc. Je vous ai pas montré ça. J'essaie d'avoir une autre casquette, c'est celle de productrice. Et j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Ismaïl. J'ai compris assez vite qu'il n'avait pas encore ses papiers à l'époque. Il vient de Côte d'Ivoire et bah voilà, il vient de temps en temps à la maison. Donc je me mets à rencontrer cette personne qui a traversé 5 pays, la mer aussi, et qui dit que la mort ne l'a pas trouvé. Quelle chance. Voilà. Et donc, Ismaïl a les clés. Enfin, c'est pas qu'il a les clés, c'est qu'il est chez lui, chez moi, en fait. Lui aussi, c'est mon filleul, maintenant. Et à ce moment-là, j'ai pas forcément de blé, moi, perso, mais j'en ai un peu sur ma société. Donc, je lui dis, bah, écoute, tu sais quoi, le jour où tu as tes papiers, je t'offre un billet pour retourner voir ta famille et revenir. Voilà, parce qu'évidemment, s'il quitte le territoire, il n'a pas le droit de revenir. Donc, il obtient ses papiers. Et là, on va, et à ce moment-là, hein, comme quoi c'est opportun des fois, une jeune journaliste a besoin de bosser, donc bobo, super. Et on écrit une histoire et on demande à Ismaïl à qui il aimerait raconter son histoire. Et c'est à 2 amis qui ont fait le voyage avec lui et qu'il a perdu en arrivant en Italie. Parce qu'eux étaient adultes et Ismaïl était encore... il avait 14 ans quand il est parti de son pays. Voilà. Donc pour une maman, ça fait un truc un peu bizarre, quoi. Et donc on se met à écrire cette histoire-là, et par rapport à la narration aussi, à la position qu'on a, donc Ismaïl allait en Côte d'Ivoire, évidemment.
moi, je n'ai qu'une envie, c'est de voyager. Mais j'avais pas ma place là-bas. Ma place, elle était de le laisser y retourner lui, seul, et d'être témoin de son retour auprès des siens. Et c'était un vrai choix aussi, et je l'amène aussi au niveau de la narration, sans effet visuel aucun. Que de laisser la place aussi, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. On a des images. Le documentaire, c'est maintenant un documentaire de 30 minutes qui, j'espère, sera sur les écrans un jour ou l'autre. Pour l'instant, on a des petites histoires de droit, mais ça va passer. Mais moi, femme blanche en Côte d'Ivoire, j'avais rien à y faire. Et Ismaël, lui, nous a ramené des images absolument bluffantes, d'une qualité géniale. Et surtout, en fait, voilà, il n'y avait pas de filtre. Il a été avec sa famille. Il est revenu depuis. Il va très très bien. Et j'espère qu'on ira une prochaine fois ensemble là-bas. Voilà. C'est quasiment l'heure. Il reste 5 minutes. Si vous avez des questions. Déjà, je pense qu'on peut remercier Roxane pour ton témoignage de vie personnelle et professionnelle. En fait, c'est la même chose. Hein. Ouais. Il n'y a pas de différence. Ouais. Merci beaucoup.